Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Je m'appelle Cindy. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire une vidéo sur les notions de base en jardinage. On est une journée tranquille de fin novembre, donc c'est le moment idéal pour prendre du recul, de revoir nos notions de base. Parce que ici, je suis au Québec, donc il y a beaucoup de neige à l'extérieur, la plantation, la culture, c'est fini pour moi pour cette saison. Et même à l'intérieur, les semis, pour moi, ça va aller seulement à février prochain. Alors, je prends ce petit temps de recul-là pour revoir mes notions de base et en même temps pour vous les partager. C'est important de bien les connaître. D'ailleurs, vous allez peut-être en avoir déjà entendu parler dans les vidéos. Alors, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi ces différents termes-là et en quoi ils nous sont utiles de connaître. En fait, parce que de savoir c'est quoi les besoins de nos plants, ça va vraiment permettre de pouvoir mieux réussir nos cultures, notamment nos semis. Donc, peut-être que vous avez vu certaines lacunes l'année dernière, que vous avez eu certaines difficultés. Peut-être que vous n'aviez pas tout l'équipement qui était nécessaire pour bien réussir vos semis ou vos plantations. Donc, je pense que ces notions-là vont vous permettre d'y réfléchir, de voir peut-être qu'est-ce qui a manqué. Je vais vous montrer un petit peu là, les différents équipements en lien avec les thèmes. Par contre, ce n'est pas une vidéo qui va être centrée sur l'équipement que j'utilise, que vous devriez utiliser. Peut-être que je ferai une prochaine vidéo sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les notions de base. C'est vraiment, je trouve, important parce que ça le dit, c'est la base. Donc, je vous montre ça dès maintenant. Première notion importante, la lumière. Lumière, source de vie pour les végétaux. Sans un éclairage qui est suffisant, donc lié, par exemple, à l'intensité lumineuse, lié à la qualité du spectre lumineux ou encore de la photopériode, il va être difficile de réussir nos cultures, notamment nos semis. Un semis qui va manquer de lumière, par exemple, va avoir tendance à s'étioler. Donc, la tige va devenir vraiment longue, mince et fragile. Pourquoi? Tout simplement parce que le plant a besoin de lumière, donc il va aller le chercher le plus loin possible pour avoir accès à cette source de lumière-là. Ce qui va faire que quand vous allez transplanter par la suite votre plant au potager, bien, il va être très fragile, il va avoir de la difficulté au niveau du vent, il pourrait même aller jusqu'à mourir tout simplement. Puis, à l'inverse, trop de lumière, ce n'est pas nécessairement mieux parce que ça va nuire à sa croissance. Donc, d'un côté ou de l'autre, c'est important de faire attention à la lumière. Puis je ne peux pas parler de lumière sans parler de photosynthèse, qui est un phénomène biochimique qui se produit à l'intérieur de la plante et par lequel la plante va aller créer des éléments qui sont utiles à sa croissance. La plante doit convertir des sucres qu'elle produit grâce au dioxyde de carbone, donc le CO2, qui est contenu dans l'air et qu'elle va combiner avec des nutriments et l'eau qu'elle va absorber par ses racines. Pour être complète, la photosynthèse a besoin d'une source d'énergie lumineuse qu'elle va aller absorber par ses feuilles. Une bonne photosynthèse assure un plant robuste et également des gros fruits. C'est ce qu'on veut au potager. Avez-vous déjà entendu parler de photopériode? Ça fait référence en fait à la durée du jour qui va avoir une influence sur la croissance et la floraison d'une plante. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de période de luminosité qui est nécessaire à une plante. Il y a différents types de plantes de besoin. Et donc, il y a des plantes, par exemple, qui vont être considérées comme des plantes de jour long. C'est des plantes principalement tropicales. On va prendre l'aubergine, par exemple, qui va avoir besoin de plus de 12 heures de lumière par jour sur une période, en fait, de 24 heures. La plupart des plantes qu'on retrouve au Québec, heureusement, ce sont des plantes de jour neutre, c'est-à-dire des plantes qui, à 12 heures, va être convenable pour ce type de plante-là, ou même légèrement moins, légèrement plus. Ça va être parfait pour ce type de plante. Et là-dedans, on va retrouver les concombres, les tomates, les poivrons, par exemple. C'est sûr que quand les plantes sont au niveau du semis, par exemple, qui sont encore petits, c'est des jeunes pousses, ils vont avoir besoin de plus de lumière. C'est pourquoi chez moi, je vais mettre 16 heures de lumière par jour à mes semis. Et ce qui va être important, c'est aussi de respecter une période d'obscurité. Donc, il ne faut pas nécessairement que ce soit juste comme on éteint la lumière, il faut également que ça soit sombre, que ça soit obscur la nuit, pour que les plantes puissent vraiment avoir un cycle de vie qui semble normal finalement. Et ce qui est important, c'est de respecter également, par exemple, si j'ouvre ma lumière à 6 heures le matin, que je mets un 16 heures, que je la ferme à 22 heures le soir, mais le lendemain, je vais ouvrir ma lumière également à 6 heures le matin. Donc, d'essayer d'être vraiment à nos affaires à ce niveau-là pour vraiment permettre à la plante d'avoir un cycle de vie complet normal. Imaginez-vous, par exemple, on est l'été, le soleil se lève à 5 heures le matin, et puis un matin, finalement, que le soleil se lève à 8-9 heures, peut-être que vous allez être un petit peu surpris, puis ça va vous déboussoler un petit peu. Pour conclure sur l'éclairage, en fait, sur la lumière,
Je vais vous parler rapidement là, des lampes que vous pouvez utiliser, par exemple. Bien sûr, la meilleure lumière qu'on peut avoir, c'est le soleil. Il y a tous les spectres lumineux à l'intérieur là, qui sont nécessaires à la plante, mais vous pouvez aussi simuler le soleil pour la plante en utilisant des lampes, par exemple, comme des T5, des fluorescents, ou sinon, vous pouvez également utiliser des lumières d'ailes. J'en ai un. Je ne fais pas de la promotion, hein, c'est juste celui que j'ai acheté. Donc, un Dell lampe de culture. J'ai aussi des T5, là, vous ne les voyez pas, sont plus bas là, dans mon étagère, mais des T5 qui sont en fait des bandes lumineuses. Il y a différents avantages. Le T5 va être moins dispendieux que le Dell, donc ça, c'est un de ses avantages. Par contre, sa durée de vie va être moins longue, donc après 2-3 ans, il va falloir changer le tube. Moi, d'ailleurs, j'en ai utilisé un l'année dernière. Je trouvais vraiment que l'intensité lumineuse n'était plus suffisante. Il va falloir que je la change cette année. Donc, à long terme, finalement, ça ne devient pas plus rentable. Puis, c'est un petit peu plus dispendieux au niveau électrique. Donc, que le Dell. Le Dell étant, à ce moment-là, plus résistant, étant plus cher, mais va avoir une plus longue durée de vie, puis ne coûte pas très cher en électricité aussi. Donc, c'est celui que je commence à privilégier. Il y a peut-être plein d'autres types de lampes là, qui sont idéales. Par contre, moi, c'est ce que j'utilise ici. Donc, c'est à vous là, de voir ce que vous avez envie d'utiliser. Quand mes plantes deviennent un petit peu plus grandes, qui sont passées la période là, de germination, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir tendance à profiter du soleil extérieur. Donc, le jour, éteindre mes lampes, mettre vraiment mes plants près de ma... J'ai 2 portes-patios, en fait. J'y mets près de les porte-patios. Je fais attention aussi parce que ça vient vraiment très chaud. Là, le jour, ça c'est un autre sujet. Ça vient vraiment très chaud devant les porte-patios. Donc, je m'assure d'avoir un thermomètre, de voir la température. Sinon, je les éloigne un petit peu. Mais je profite à ce moment-là de la lumière naturelle. Et une fois que le soleil commence à se coucher, eh bien là, je réallume mes lumières pour pouvoir compléter le cycle de luminosité. Une autre notion importante, c'est la température. En fait, le froid et le chaud vont avoir une incidence sur la croissance des plantes. Certaines plantes vont avoir besoin de plus de chaleur, d'autres moins. C'est pourquoi il va falloir ajuster un peu la température de la pièce dans laquelle on va cultiver ces plants-là. Les plantes comme les plantes tropicales, les aubergines, les tomates, par exemple, peuvent avoir besoin davantage de chaleur. C'est pourquoi parfois on va avoir besoin, ou du moins ça peut être avantageux, d'utiliser un tapis chauffant. J'en ai un également, un tapis chauffant que j'utilise juste ici. En fait, je l'utilise beaucoup quand je fais germer mes graines d'aubergines, de tomates, de melons, par exemple. Je vais utiliser mon tapis chauffant. Ça va juste permettre vraiment la levée plus rapide à ce moment-là des plants. Et une germination rapide va donner un meilleur plant là, bien souvent. Donc, je vais avoir tendance à utiliser à ce moment-là mon tapis chauffant. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Il y en a qui réussissent très bien à faire de beaux semis sans l'utiliser. Mais moi, j'apprécie cette utilisation-là. Bien sûr, le besoin de chaleur va vraiment dépendre de leur cycle de vie. C'est-à-dire qu'une graine, par exemple, en germination, va avoir besoin de plus de chaleur que pendant sa croissance. Même la chaleur devrait varier le jour et la nuit, comme en fait quand les plantes sont à l'extérieur, c'est plus frais la nuit, c'est plus chaud le jour, mais dans une maison, ça devrait être la même chose. Donc, à ce moment-là, assurez-vous que ce soit un petit peu plus frais la nuit, que vraiment qu'il y ait une différence entre le jour et la nuit. Plus de lumière, plus de chaleur, pas de lumière, plus frais. Il y a même des plants, par exemple, les laitues, les épinards. À ce moment-là, moi, je vais même des fois les cultiver dans le garage. C'est moins chaud. Donc, puis je manque d'espace dans la maison, donc je peux les mettre au garage sans problème. Ils vont très bien croître là, de cette façon-là. La nuit, par exemple, vous pourriez descendre. Moi, je ne vous conseille pas d'aller en bas de 15 degrés dans la maison, mais encore, je sais qu'il y en a qui font leur semis dans une serre à l'extérieur, puis qui vont en deçà de 15 degrés. Mais on dit à l'extérieur, en bas de 10 degrés, souvent, par exemple, les plants comme les tomates, les aubergines, la croissance va stagner pour 2 semaines, va s'arrêter pendant 2 semaines. Donc, ce n'est pas l'idéal, donc en haut de 10 degrés. Mais moi, dans la maison, je vais rarement en bas de 18 degrés. Et le jour, à ce moment-là, c'est sûr, là, avec tout le soleil qui rentre dans la maison, ça tourne autour de 20-25 degrés. Et puis, pour mes tomates, des fois, un petit peu plus avec le tapis chauffant. La température a aussi un effet sur l'horloge biologique de la plante. Donc, elle peut, par exemple, l'emmener à se préparer à une période de dormance ou encore à germer ou encore à fleurir. Donc, dépendamment de la température, la graine, elle va réagir à cette température-là et procéder à ce moment-là au cycle dans lequel elle est rendue, soit
Ah, il commence à faire froid, ils vont se mettre en dormance. Ah, il fait chaud, ils vont se réveiller, ils vont germer. Donc, c'est vraiment, hein, les plantes, c'est vivant. Donc, ça réagit comme tout être vivant. Pour ce qui est de la dormance, la majorité des plantes nordiques vont avoir besoin d'une certaine période de froid pour parvenir à germer ou encore à fleurir. Quand on pense à la floraison, par exemple, on peut penser aux plantes qui sont biannuelles, qui vont fleurir seulement la deuxième année. Pour ce qui est du processus de dormance, en fait, c'est un processus qui est naturel, qui est programmé dans le code génétique de la plante nordique, qui va lui permettre de survivre à l'hiver. Certaines graines, par exemple, vont avoir besoin d'être laissées à une température de 1 à 10 degrés pendant 6 mois pour pouvoir germer. C'est ce qu'on appelle la dormance. Mais là, on va se le dire, après 6 mois, c'est le temps de les réveiller. Fait que là, on va les mettre à la chaleur. Maintenant, je parle d'un autre élément qui est important, c'est l'humidité. En fait, l'humidité, c'est important de bien le contrôler. Mais c'est quoi l'humidité? En fait, c'est la quantité d'eau qu'on va retrouver dans l'air sous forme de vapeur. Donc, le contrôle, c'est important parce que la plante peut avoir besoin d'humidité, mais pas nécessairement à tous ses stades de développement. En début de culture, par exemple, quand on fait ses semis, on va vouloir avoir de l'humidité pour pouvoir s'assurer que le terreau va rester humide pour permettre la germination. Pour germer, une plante a besoin d'humidité, a besoin de chaleur, a besoin d'oxygène. Donc, ça va être plus important au début. Alors, on peut utiliser des dômes comme que j'ai ici, ça se vend, c'est pas très cher. Et puis, vous pouvez même contrôler le niveau d'humidité en tournant ici à la surface, laisser pénétrer plus d'air ou moins d'air. Donc, ça peut être une bonne façon de faire. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de dépenser pour ça, par exemple, parce que même moi, au départ, ce que j'utilisais, c'est des contenants pour les croissants. À ce moment-là, on peut le refermer, on peut mettre des pots à l'intérieur et ça fait l'effet d'un dôme. L'humidité préoccupe bien souvent les jardiniers parce qu'ils peuvent favoriser l'apparition de bactéries, de champignons pathogènes ou encore de moisissures. Donc, il faut éviter d'avoir une accumulation d'humidité dans l'air ou encore une stagnation de l'eau sur les feuilles des plants ou encore sur la terre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du phénomène de la fonte des semis. Eh bien, c'est justement cette humidité-là qui crée une moisissure, un champignon qui va venir détruire en fait vos plantes. On dirait vraiment qu'ils sont en train de fondre. Donc, ils vont bien sortir de terre, puis éventuellement, vous allez voir que ça va vraiment devenir rabougri. Ça va vraiment comme mourir, fondre. Moi, je le vois surtout là, quand j'ai eu à le vivre, c'était plus avec par exemple, des oignons que j'ai pu le constater. Donc, c'est important, dès que les légumes ils sont sortis de terre, en fait, que ça a germé, d'enlever les couverts comme ça qui gardent l'humidité. Automatiquement, quand on voit que plus de 50% des plants ont germé, on l'enlève pour éviter qu'il y ait trop d'humidité à ce moment-là et qu'il y ait de la moisissure ou des champignons qui se créent là, dans le terreau. Évitez aussi d'arroser vos plants le soir principalement, de mouiller du moins si vous arrosez par capillarité, ça va, mais si vous arrosez par le dessus, d'éviter les feuilles parce que ce qui va arriver, c'est comme le soir, c'est plus froid, il n'y aura pas de soleil pour évaporer. À ce moment-là, il va y avoir cette stagnation sur les feuilles qui peuvent venir créer différentes maladies à vos plants. Si vous voulez diminuer le niveau d'humidité présente dans l'air, une bonne façon de faire, c'est de chauffer la pièce dans laquelle vous avez vos cultures. Ça va faire en sorte que l'air qui se réchauffe va avoir ça va créer plus d'espace pour l'humidité dans l'air, donc moins concentré. Donc ça va vraiment aider. Sinon, vous pouvez utiliser du matériel comme un petit ventilateur comme ça que moi je vais utiliser. Je l'utilise aussi pour la chaleur, faire diminuer le niveau de chaleur également dans la pièce là, quand il y a beaucoup de soleil à l'extérieur, mais aussi pour venir ventiler l'espace, pour m'assurer de venir assécher les feuilles, de venir diminuer le niveau d'humidité dans l'espace, dans ma petite étagère ici. En même temps, ça peut être pratique, un petit ventilateur comme ça, quand vous êtes rendu à l'acclimatation de vos plants, parce que vous pouvez mettre un petit peu de vent sur vos feuilles, sur vos tiges pour venir un peu les rendre un petit peu plus robustes et ça va les préparer pour affronter le vent extérieur. Donc, avant de poursuivre, j'imagine que vous avez remarqué que le décor a changé derrière moi. En fait, j'ai dû changer de pièce pour terminer ma vidéo parce qu'on est au Québec fin novembre, donc il fait noir tôt. Donc, je manquais de luminosité, de lumière, source de vie pour les végétaux, mais aussi pour l'être humain. Fait qu'afin de poursuivre, j'ai changé, je suis rendue dans mon bureau de travail. Donc, je poursuis en vous parlant des éléments nutritifs pour les plantes. Donc, je pense que c'est une notion de base très importante à connaître au potager si on veut bien réussir.
Bien sûr, chaque plante va avoir des besoins qui lui sont propres et ces besoins peuvent varier selon, par exemple, leur stade de croissance, mais aussi les saisons. Donc, ça va être important de trouver le juste équilibre selon le résultat qui est souhaité. Souvent, les nutriments, ils vont s'exprimer sous le NPK, donc azote, phosphore et potassium. C'est souvent ces trois-là qu'on va entendre le plus souvent. C'est ceux-là qu'on va retrouver, par exemple, décrits sur les contenants, par exemple, d'engrais. Donc, c'est principalement ceux-là dont je vais vous parler, mais bien sûr, il existe d'autres éléments, par exemple des oligo-éléments qui sont également essentiels pour les plantes. Par exemple, on va retrouver le zinc, le calcium, le manganèse, le fer, pour ne nommer que ceux-là. Mais je vais me concentrer principalement sur l'azote, le phosphore et le potassium, donc le NPK. Donc, allons-y avec le fameux N, l'azote, qui est un nutriment essentiel pour les plantes, surtout en début de croissance. Donc, pourquoi? Parce que ça va permettre vraiment ça va favoriser la croissance et la rigueur des plants. Donc, on va remarquer, par exemple, quand une plante va absorber beaucoup d'azote, un peu trop d'azote, ça va faire en sorte qu'ils vont absorber moins des autres nutriments. Puis à ce moment-là, ça peut avoir un effet négatif sur la croissance de la plante. En fait, ça va faire une tige qui est souvent plus frêle, beaucoup de feuillage, parce que l'azote, c'est beaucoup associé au feuillage, au vert des feuilles d'ailleurs également. Et puis, on va remarquer qu'il va y avoir moins de fleurs qui vont se produire et moins de racines également. À l'inverse, une carence en azote, par exemple, ça va apporter souvent des feuilles qui vont être plus vert pâle, qui vont être plus jaunes. L'azote, c'est le cas pour l'azote, c'est le cas pour aussi le phosphore et le potassium. Ce sont des nutriments qui sont mobiles, contrairement aux oligo-éléments que j'ai nommés plus tôt, ce qui fait en sorte que la plante elle a la capacité de prendre l'azote et de la déplacer à travers ses différents membres dans la plante. Donc, souvent, une carence en azote, ça va se remarquer sur les plus grandes feuilles. On va voir que les plus grandes feuilles, les plus vieilles feuilles vont commencer à jaunir, alors que les nouvelles pousses vont être vraiment d'un beau vert, parce que ce que ça va faire, la plante, c'est qu'elle va prendre l'azote qu'il y a dans les vieilles feuilles, puis elle va emmener l'azote vers son cœur pour pouvoir produire des nouvelles feuilles qui vont être à ce moment-là, qui vont avoir toute l'azote disponible. Alors, si vous voyez que vos plantes, surtout les vieilles feuilles, deviennent jaunes, mais ça se peut que ce soit une carence en azote. Ça ne veut pas dire que c'est absolument ça, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs, mais souvent, c'est un des facteurs là, qui va causer cet effet-là. Pour ce qui est du phosphore, le P, il va être important pour la floraison des plantes. Il va aider aussi au développement des racines. C'est pourquoi il est essentiel qu'on fait la transplantation d'une plante. Il va permettre vraiment le phosphore de bien s'enraciner. Une carence en phosphore, souvent, va se remarquer chez une plante qui va être chétive, qui va avoir de petites feuilles bleutées qui vont avoir tendance à tomber de façon prématurée. Puis à l'inverse, si la plante absorbe trop de phosphore, ça va faire en sorte que ça va stopper l'absorption de d'autres éléments tels que le calcium et le magnésium. Le potassium, le K, contribue à la résistance de la plante au froid et aux bactéries. Il va favoriser, par exemple, le durcissement de la tige et aussi le bon état des racines. Il va intervenir aussi avec le phosphore pour stimuler la floraison et il va aider aussi à la stimulation, à la fabrication du chlorophylle qui va permettre la photosynthèse. Trop de potassium va venir limiter la capacité de la plante d'absorber d'autres éléments comme le magnésium, par exemple, et le manganèse. Et on va remarquer à ce moment-là un flétrissement de la plante. À l'inverse, une carence en potassium va limiter l'ouverture des stomates qui permettent la transpiration de la plante. Donc, ça va faire en sorte que les cellules vont surchauffer puis vont se dégrader. On remarque souvent cet effet-là lorsqu'on voit le bout des feuilles qui devient brun et tranquillement devient de plus en plus jaune foncé et finit par tomber. Donc, comme vous avez pu voir, les éléments nutritifs sont très importants et les besoins sont différents selon la croissance de la plante. Si vous faites vos propres semis, à ce moment-là, ce que je vous conseillerais, surtout si vous êtes débutant, lancez-vous pas dans la fabrication de terreau. Achetez du terreau de bonne qualité, du terreau qui répond aux besoins des plantes. Donc, un terreau pour semis, qui va être d'ailleurs un peu plus fin, qui va permettre plus facilement la germination, mais en plus de ça, qui va avoir les éléments nutritifs à l'intérieur dont la plante a le besoin à chacun des stades de croissance. Donc, il y a du terreau pour semis, il y a du terreau pour transplantation. Donc, c'est important de bien choisir le terreau, de choisir un bon terreau pour avoir vraiment une bonne croissance des plantes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les notions de base en jardinage. C'est peut-être des notions que vous avez déjà vues avant, que vous connaissiez déjà, mais parfois, c'est bon de se faire juste un petit refresh, là, désolé pour mon anglicisme,
juste de se re-questionner un petit peu sur ces notions-là et ça nous aide aussi à prévoir. Donc, si on veut faire nos semis, il faut répondre aux besoins de base de nos plantes, il faut les connaître, ces besoins-là, il faut en tenir compte. Donc, j'en ai parlé dans la qualité du terreau, hein, puis on n'a pas besoin de payer une fortune pour avoir une bonne qualité de terreau. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo, ça fait longtemps de ça, je comparais deux types de terreau, un qui était beaucoup moins cher et qui était aussi efficace que l'autre, aussi autant de bonne qualité et biologique et fait au Québec également. Donc, c'est pour ça aussi que je vous parle de l'importance de regarder les nutriments, le NPK par exemple, quand vous achetez quelque chose, si vous êtes en début, bien, il va avoir besoin de plus d'azote, après ça plus de phosphore, après ça plus de potassium. La lumière, c'est important. Est-ce que j'ai assez de lumière à la maison pour pouvoir emmener des semis par exemple à maturité? Donc, est-ce que j'ai suffisamment, par exemple, est-ce que je peux avoir des sources de chaleur? Ça peut nous aider. Bon, si j'ai besoin de chaleur, dans quelle pièce je vais faire mes semis à ce moment-là? Ça va venir jouer un petit peu sur votre organisation qui devrait avoir lieu là, après la période des fêtes. Moi, je vais commencer à repenser à tout ça en janvier, à me remettre dans le bain, là, comme on dit, en faisant mon plan de jardin. D'ailleurs, ça va me faire plaisir de vous montrer mon prochain plan de jardin quand je vais être rendu là et vous montrer parce que je cultive sur une petite surface. Mon but, c'est toujours de maximiser mon espace, donc de partager mes trucs là, pour maximiser l'espace dans un petit potager. Ça va me faire plaisir de le faire. Et peut-être que je vous ferai une prochaine vidéo également éventuellement sur le matériel que moi j'utilise. Encore là, ce n'est pas nécessairement le meilleur matériel, c'est ce que moi j'utilise, c'est ce qui me convient, c'est avec lequel j'arrive à avoir des bons résultats et à pas me ruiner non plus. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre également. Si vous avez aimé, un pouce en l'air pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je mets régulièrement de nouvelles vidéos. Enclenchez la cloche là, pour être informé des nouveaux contenus. Il se peut que je prenne une petite pause au mois de décembre. De toute façon, je n'ai pas grand-chose d'intéressant à vous dire là, au mois de décembre. La plupart des choses vont être déjà dites. Donc, une petite pause au mois de décembre, on verra si jamais là, je me laisse aller à une petite vidéo. Mais sinon, ça devrait être assez tranquille jusqu'au retour des fêtes là, en janvier. Alors, si je ne vous refais pas de vidéo, je vous souhaite à tout le monde une bonne période des fêtes. Et puis, prenez soin de vous. Au revoir.